Au petit matin, des colonnes de VN-22B, des mortiers BL-5 et des systèmes SR-5 venus de Chine ont glissé dans les dépôts militaires du militaire du Burkina Faso. En quelques heures, la silhouette stratégique du pays a changé. Mobilité blindée, frappe précise et une coordination nouvelle qui promet de fermer les brèches exploitées par les groupes armés. Le regard régional se durcit et s'interroge. Ibrahim Traoré enclenche-t-il une souveraineté réelle ou l'étincelle d'une course aux armements en Afrique de l'Ouest? Entre promesses et périls, une fenêtre se referme, une autre s'ouvre maintenant. L'arrivée massive des équipements chinois ne représente pas seulement une mise à jour militaire, c'est une réécriture complète du rapport de force au Sahel. Pendant des années, le Burkina Faso a dépendu d'engagements occidentaux restés souvent théoriques. Les convois venus de Pékin apportent pour la première fois des moyens concrets, tangibles, capables de changer le quotidien des soldats et des civils. Ibrahim Traoré présente cette transition comme un acte de souveraineté, reprendre le contrôle des frontières, des décisions et du destin du pays. Le risque est évident. Plus la puissance augmente, plus les attentes aussi. Les observateurs étrangers voient dans ce virage une promesse d'indépendance, mais redoutent un effet domino dans la région. L'espoir, lui, se trouve dans l'équilibre, transformer cette force nouvelle en stabilité durable. Pour un État longtemps soumis aux aléas extérieurs, le pari d'Ibrahim Traoré est aussi audacieux que fragile. Faire de la puissance retrouver un instrument de paix. 2 semaines à peine après la livraison, les premiers chiffres confirment l'ampleur du basculement. Plus de 400 véhicules blindés VN-22B, une centaine de mortiers BL-5 et une dizaine de systèmes SR-5 sont déjà opérationnels. Ce n'est plus un simple transfert d'armes, c'est la naissance d'une nouvelle doctrine militaire. La mini-révélation vient de là. Le Burkina Faso ne réagit plus, il agit. Pour la première fois depuis des décennies, un État sahélien anticipe, coordonne et déploie des moyens offensifs à large échelle. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de défense, il évoque une architecture de souveraineté, un concept rare dans une région habituée aux missions extérieures qui est dictée de l'extérieur. Ce tournant s'explique. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a dû faire face à une mosaïque d'attaques venues du nord et de l'est, souvent simultanées, menées par des groupes armés mobiles. Les anciennes jeeps soviétiques ne suffisaient plus. Les unités de terrain, dispersées, perdaient un temps précieux à manœuvrer sur des routes dégradées. Les VN-22B, eux, changent la donne. Blindés, rapides, capables de franchir des pistes, ils réduisent les temps de réponse de moitié. Les mortiers BL5, portables et précis, offrent une couverture efficace pour les zones rurales. Mais le contexte dépasse la technique. Derrière cette montée en puissance se lit une transformation politique. Ibrahim Traoré incarne une génération qui refuse de déléguer la sécurité nationale à des forces étrangères. Ce repositionnement dérange car il remet en cause l'ordre régional établi depuis des décennies. Les chancelleries occidentales observent, prudentes. La Chine, de son côté, avance silencieusement ses pions, convaincue que le modèle burkinabé peut inspirer d'autres capitales africaines. Le jeu n'est plus seulement militaire, il devient symbolique. Et au centre de cette mutation, une question demeure ouverte. Cette indépendance reconquise peut-elle durer sans réveiller les vieux réflexes d'ingérence? Ibrahim Traoré se tient au cœur de cette transformation, non comme un simple chef d'État, mais comme un commandant de terrain. Dès les premières semaines, il a supervisé personnellement les exercices d'intégration des VN-22B, observant les patrouilles traverser les zones rouges où nul convoi n'osait s'aventurer. Il ne délègue pas, il accompagne. Cette proximité a redonné confiance à une armée longtemps marquée par la désorganisation et la fatigue. Les premiers effets se font sentir. Les communautés rurales, souvent premières cibles des attaques, constatent une baisse tangible des incursions. Les convois de vivres atteignent désormais les villages reculés, les marchés se rouvrent et les trajets nocturnes redeviennent possibles. Ce sont des signes modestes, mais symboliques. La peur recule, lentement. Dans les casernes, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Les officiers redécouvrent le sens de la discipline et du service. La communication directe entre commandement et terrain fluidifie la prise de décision,
réduisant les lenteurs administratives qui, autrefois, coûtaient des vies. Pourtant, le défi reste immense. Former des équipages capables d'utiliser ces machines modernes exige du temps et une rigueur constante. Le président le sait, la technologie sans stratégie n'est qu'un mirage. Sous son impulsion, le Burkina Faso apprend à conjuguer puissance et méthode. Et dans chaque succès local se devine une leçon plus vaste. Le pouvoir ne se mesure pas seulement à la force des armes, mais à la cohérence d'une vision. Tout s'est accéléré en moins d'un mois. Dès la première semaine suivant la réception des blindés VN-22B, Ibrahim Traoré ordonne leur déploiement sur les axes les plus vulnérables du nord du pays, Kaya, Djibo et les abords de Dori. Les images satellites confirment un mouvement coordonné, précis, soutenu par un commandement centralisé à Ouagadougou. La deuxième phase s'enclenche presque immédiatement. Les mortiers BL5 sont répartis par zone, appuyés par un réseau de repérage local. Des drones d'observation survolent les couloirs d'infiltration ennemis, relayant les positions en temps réel. Les frappes deviennent chirurgicales. Une colonne armée neutralisée à Arbinda, un camp logistique détruit près de Seba. Le message est clair. Le Burkina Faso n'attend plus d'être attaqué. À la troisième semaine, les systèmes de roquettes SR5 sont testés pour la première fois. Un exercice grandeur nature simule une attaque transfrontalière. La portée, la précision et la synchronisation impressionnent les observateurs militaires africains invités sur place. Les roquettes atteignent leur cible à plus de 70 km, avec une marge d'erreur inférieure à 3 mètres. L'armée burkinabé entre ainsi dans un nouveau cycle, celui de la dissuasion active, mais ce déploiement fulgurant ne s'arrête pas aux chiffres. Les effets psychologiques sont considérables. Les groupes armés, habitués à exploiter la lenteur des forces nationales, se retrouvent confrontés à une réponse rapide et coordonnée. Plusieurs d'entre eux abandonnent des positions stratégiques, incapables de rivaliser. Les réseaux logistiques ennemis se disloquent, les voies d'approvisionnement se tarissent. Dans les villes, les habitants ressentent un apaisement. Les marchés rouvrent, les convois humanitaires circulent sous escorte. Des villages autrefois abandonnés voient revenir leurs habitants. Ce retour progressif à la normalité crée une dynamique nouvelle, celle de la reconquête territoriale. Ibrahim Traoré suit chaque phase de près. Ses visites impromptues sur le terrain galvanisent les troupes. Ses discours, sobres mais fermes, insistent sur la discipline, la patience et la vigilance. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais pour exister dignement. Pourtant, derrière cette montée en puissance subsistent des risques. La logistique reste fragile, la formation inachevée et les coûts d'entretien des nouveaux matériels représentent un défi considérable. Les partenaires chinois assurent la maintenance initiale, mais Traoré veut éviter toute dépendance prolongée. Des ingénieurs burkinabés sont déjà envoyés en formation accélérée. La stratégie s'affine. Réduire la dépendance externe, renforcer les compétences internes, tout en préservant l'efficacité opérationnelle. Ce mois de redéploiement marque un tournant. D'un État en défense, le Burkina Faso devient un acteur capable de dicter le tempo sécuritaire. Les voisins, Mali, Niger, Ghana, observent avec une attention mêlée d'admiration et d'inquiétude. Dans un Sahel longtemps défini par la vulnérabilité, la trajectoire d'Ibrahim Traoré sonne comme une rupture historique. Et pourtant, une question plane encore. Jusqu'où cette stratégie peut-elle s'étendre sans déclencher une réaction en chaîne régionale? Les données militaires internes, partiellement publiées dans les rapports officiels, donnent une image plus précise de cette transformation. En 4 semaines, le taux d'incidents violents dans les zones dites sensibles a chuté de 42%. Ce chiffre, confirmé par des sources croisées, illustre un changement immédiat de dynamique. L'armée, désormais mieux équipée, réagit 2 fois plus vite aux alertes transmises par les communautés locales. La variation, ou delta stratégique, est nette. Là où il fallait plus de 90 minutes pour mobiliser une unité en 2024, moins de 40 minutes suffisent aujourd'hui.
Cette réduction du temps de réponse modifie profondément la relation entre l'État et les citoyens, qui voient enfin la sécurité comme un service réel et constant et non comme une promesse abstraite. Le deuxième indicateur provient de l'observation des zones de transit commercial. Sur l'axe Ouagadougou-Dori, autrefois théâtre d'embuscades régulières, les flux de camions ont augmenté de 65% depuis le déploiement des VN22B. Ce chiffre n'est pas anodin. Il signifie que la confiance revient, que les échanges reprennent et que les acteurs économiques, petits ou grands, réinvestissent dans l'espace public. L'effet est double, militaire et économique. Enfin, le troisième indicateur, plus symbolique encore, concerne la mobilité territoriale. Les nouvelles unités blindées couvrent désormais près de 78% du territoire national, contre seulement 35% avant la modernisation. Cela ne se traduit pas seulement par une expansion géographique, mais par une présence permanente de l'État. Dans un pays longtemps fragmenté, cette continuité, c'est peut-être la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré. Ces chiffres n'ont pas pour but de glorifier, mais d'évaluer. Derrière chaque pourcentage, il y a des choix humains, des réallocations de ressources, des compromis politiques. Les véhicules VN22B coûtent cher à entretenir. Les mortiers BL5 nécessitent une logistique fine et un entraînement soutenu. Pourtant, malgré ces contraintes, la progression est tangible. Les critiques, elles, n'ont pas disparu. Certains analystes occidentaux doutent de la capacité du Burkina Faso à maintenir un tel rythme sans aide technique étrangère. D'autres évoquent un risque d'usure accélérée des équipements faute de maintenance adaptée au climat. Mais pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont plus qu'un tableau de bord. Ce sont des preuves de vie d'un État qui, après tant d'années, respire de nouveau par lui-même. Dans le discours qu'il prononce à Kaya, il résume cette philosophie. Chaque minute gagnée, chaque kilomètre sécurisé, c'est une promesse tenue envers nos citoyens. Et dans la froideur des données, une réalité s'impose. Le Burkina Faso, autrefois assiégé, devient capable de protéger, prévoir et agir, un changement mesurable, mais aussi profondément symbolique. Les critiques n'ont pas tardé. Plusieurs observateurs étrangers, notamment européens, estiment que cette montée en puissance militaire pourrait provoquer une course aux armements régionales. Ils craignent que le Mali, le Niger ou même le Ghana réagissent en augmentant leur propre budget de défense, créant ainsi un cycle d'escalade dans une région déjà instable. D'autres analystes soulignent une faiblesse technique. L'armée burkinabé, peu habituée à manipuler du matériel aussi sophistiqué, risquerait de dépendre durablement du soutien chinois pour la maintenance et la formation. Ces deux arguments, bien que fondés sur des précédents historiques, rencontrent aujourd'hui des contre-exemples tangibles. Ibrahim Traoré, anticipant ces risques, a lancé un programme de transfert de compétences. Des équipes mixtes sino-burkinabais forment chaque semaine des mécaniciens, techniciens et officiers sur le terrain. Le but est clair, assurer une autonomie complète en moins de 2 ans. Les premiers rapports montrent déjà une montée en compétences rapides des unités locales. Quant au risque d'escalade régionale, la réalité est plus nuancée. Les chiffres de coopération sécuritaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger révèlent une coordination inédite. Plutôt qu'une rivalité, c'est une synergie tactique qui se développe. Échange de renseignements, patrouilles conjointes et partage d'axes logistiques. Les capitales sahéliennes comprennent que la survie collective dépend de la cohésion, non de la compétition. Pour Ibrahim Traoré, le véritable contre-argument n'est pas diplomatique, il est moral. Dans ses discours, il insiste. La paix ne se décrète pas par la peur, mais par la responsabilité. Et dans cette phrase se résume la philosophie de sa gouvernance. Répondre à la critique non par la réplique, mais par l'efficacité. Ainsi, ce que certains voyaient là comme un risque devient un levier. Former, coordonner et inspirer. Le Burkina Faso transforme le doute en moteur et la prudence en méthode. Un soir, tout bascule. Lors d'un exercice nocturne, les roquettes SR-5 interceptent une colonne ennemie avant qu'elle ne franchisse la frontière nord. Aucun tir perdu, aucune victime civile. Pour la première fois, la guerre asymétrique s'inverse.
Ce succès, passé presque sous silence à l'étranger, symbolise le cœur de la stratégie d'Ibrahim Traoré, prévenir avant de subir. À partir de ce moment, le Burkina Faso ne se définit plus comme une nation en défense, mais comme un acteur capable d'anticiper. L'armée n'attend plus l'ennemi, elle le localise, le neutralise, puis stabilise la zone. Cette bascule, discrète mais décisive, marque la fin d'une ère où les décisions se prenaient à retardement. Les habitants des zones frontalières racontent un changement immédiat. Plus de signaux radio d'alerte la nuit, plus d'exodes forcés au lever du jour. Le pays respire différemment. Et dans les quartiers de Ouagadougou, une phrase circule, devenue presque un proverbe. Là où Ibrahim Traoré place un blindé, la peur recule. Les résultats du stade du tournant d'Ibrahim Traoré s'observent désormais à plusieurs échelles. Au niveau de l'État, la première conséquence est institutionnelle. La confiance entre la population et les forces armées, longtemps érodée, se restaure. Les officiers, mieux formés et mieux équipés, réaffirment leur légitimité. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur travaillent désormais en coordination directe avec les gouvernorats, réduisant les délais d'intervention administrative. Ce lien hiérarchique repensé renforce l'efficacité décisionnelle et donne une visibilité nouvelle à l'autorité de l'État. Sur le plan économique, le redéploiement militaire a un effet d'entraînement. Les routes jadis fermées rouvrent, le commerce interrégional reprend. Selon les premières estimations locales, le trafic de marchandises entre Ouagadougou, Dori et Kaya a augmenté de près de 60% depuis le début de l'opération. Les marchés ruraux revivent, les transporteurs reprennent leurs itinéraires et les flux d'approvisionnement stabilisent les prix des denrées. Cette sécurité retrouvée agit comme une relance silencieuse. L'économie redémarre non pas par décret, mais par circulation. Pour les populations, le changement était perceptible au quotidien. Dans les provinces du centre-nord et du Sahel, les habitants signalent une baisse nette des attaques. Les écoles rouvrent et les dispensaires fonctionnent à nouveau et les patrouilles régulières des VN22B redonnent un sentiment de proximité entre l'État et le citoyen. Les témoignages locaux, relayés par les radios communautaires, parlent en paume d'une sans-main. Il y a une présence réelle de l'armée, enfin visible, enfin protectrice. Au niveau régional, la mutation burkinabé agit comme un signal stratégique. Les gouvernements voisins observent un modèle de redressement rapide, fondé non sur des interventions extérieures, mais sur une organisation interne cohérente. Le Mali et le Niger, eux aussi en transition, cherchent à adapter certains éléments de la méthode Traoré, mutualisation des ressources, formation locale et priorisation du renseignement communautaire. Cependant, cette montée en puissance n'est pas sans effet diplomatique. Les chancelleries européennes redoutent une marginalisation de leur influence sécuritaire. La Chine, à l'inverse, voit dans cette réussite une validation de sa stratégie d'investissement militaire discret en Afrique de l'Ouest. Ainsi, sans l'annoncer, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité du pouvoir régional, de la dépendance vers l'autonomie. Et c'est peut-être là la conséquence la plus profonde. Au-delà des blindés et des chiffres, le Burkina Faso redevient un État acteur, non plus défini par ses blessures, mais par ses choix. À ce stade, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le scénario de base repose sur la continuité, maintien du rythme actuel, consolidation des acquis et formation régulière des troupes. Si la logistique reste stable et les équipes locales maîtrisent désormais totalement les VN22B, BL5 et SR5, le pays pourrait réduire de moitié les incidents armés d'ici à la mi-2026. Ce scénario privilégie la prudence et la durabilité. Faire plus avec mieux, non avec davantage. Le scénario optimiste imagine un effet multiplicateur. Les équipements chinois, bien intégrés, deviennent un levier d'influence régionale. Le Burkina Faso pourrait, dans ce cas, proposer une assistance technique ou un partage de renseignements à ses voisins, renforçant la sécurité collective du Sahel. Cette trajectoire transformerait Ouagadougou en pivot militaire africain, capable d'équilibrer les rapports de force. Rapports de force face aux puissances extérieures.
Elle exigerait cependant une diplomatie fine pour éviter toute perception d'hégémonie. Enfin, le scénario pessimiste se fonde sur les obstacles logistiques et la réaction internationale. Une dépendance prolongée au soutien technique chinois, combinée à un essoufflement budgétaire, pourrait ralentir la montée en puissance. Les équipements modernes, mal entretenus, deviendraient alors vulnérables et les succès initiaux risqueraient de se diluer. Ce scénario redoute aussi la méfiance accrue des partenaires occidentaux, freinant l'accès à certaines ressources financières. Entre ces trois voies, la variable déterminante reste la même, la cohérence du leadership. Ibrahim Traoré a jusqu'ici montré une capacité rare à traduire la stratégie en exécution. Mais à mesure que les gains militaires se transforment en enjeux politiques, le défi s'étend. Préserver la confiance interne sans provoquer la crainte externe. Si le Burkina Faso parvient à stabiliser son modèle, il pourrait redéfinir l'idée même de souveraineté africaine, une souveraineté fonctionnelle fondée sur la compétence et la coordination. Mais si la machine se grippe, l'histoire retiendra seulement une victoire éphémère. L'avenir n'est donc pas écrit, il se négocie chaque jour entre la discipline et la tentation du triomphe. Au-delà des blindés et des chiffres, l'histoire d'Ibrahim Traoré prend racine dans la vie quotidienne. Dans les villages du centre-nord, les habitants racontent la même scène. Le retour du silence après la peur. Les tirs nocturnes se sont tus, les routes rouvertes voient passer des camions chargés de vivres et les enfants recommencent à marcher vers l'école sans escorte. Ce ne sont pas des statistiques, mais des respirations. Les soldats, eux aussi, redécouvrent leur rôle. Après des années de combats dispersés, ils sentent pointe l'appui d'une stratégie nationale. Plusieurs témoignages évoquent une fierté retrouvée. Servir sous un commandement visible, guidé et cohérent. Ibrahim Traoré visite les bases, échange sans protocole, écoute les récits de fatigue et de courage. Ce lien direct entre le chef et ses troupes renforce l'esprit collectif, un ciment que les armées sahéliennes avaient souvent perdu. Dans les villes, la confiance gagne les rues. Les commerçants osent rouvrir. Osent rouvrir. Les marchés reprennent vie. La sécurité devient palpable, non pas déclarée mais vécue. Et cette transformation sociale nourrit une autre, la réconciliation entre l'État et les citoyens. Des associations locales participent désormais au programme d'alerte communautaire. Des femmes forment des réseaux d'information. Des jeunes aident aux transmissions radio. L'armée n'est plus une entité distante, mais un partenaire. Ce changement humain, invisible dans les rapports diplomatiques, est pourtant la clé de la stabilité durable qu'Ibrahim Traoré recherche. Quand la sécurité devient partagée, elle cesse d'être fragile. Ibrahim Traoré ne laisse rien au hasard. Son plan de consolidation s'articule autour de 5 axes clairs conçus pour transformer la victoire tactique en stabilité structurelle. Premier axe, la formation. Chaque unité reçoit un programme continu d'entraînement au VN22B, BL5 et SR5. Les instructeurs locaux, épaulés par des techniciens chinois, assurent un transfert complet de compétences. D'ici 12 mois, toutes les brigades doivent être entièrement autonomes. Deuxième axe, la maintenance. Un réseau d'ateliers régionaux voit le jour. Les équipes burkinabées, formées à la mécanique lourde, garantissent la disponibilité opérationnelle des équipements, réduisant la dépendance externe à moins de 15%. Troisième axe, la coordination communautaire. Les patrouilles intègrent désormais les relais civils, chefs de village, radio locale, comités de veille. Ce maillage social accélère la détection des menaces et renforce la confiance. Quatrième axe, la coopération régionale. Des accords tactiques avec le Mali et le Niger établissent des couloirs sécurisés transfrontaliers. Ensemble, les trois pays testent une approche commune de la surveillance territoriale. Cinquième axe, la mesure des résultats. Ibrahim Traoré impose un suivi rigoureux des opérations, délais d'intervention, zones sécurisées, retour économique local. Les indicateurs servent de boussole stratégique, non de vitrine politique. Ce plan, méthodique et mesurable, illustre sa vision. La force n'a de sens que si elle s'entretient, s'évalue et se partage.
Sous cette architecture, le Burkina Faso passe du réflexe de survie à la culture d'efficacité. Des mois après les premiers convois venus de Chine, une scène résume tout. Au lever du jour, une colonne de VN-22B traverse un village où les habitants agitent des drapeaux rouges et verts. Les enfants courent à côté des véhicules, les anciens saluent les soldats. Là, dans cette image, se lit la bascule d'un pays, celui d'Ibrahim Traoré, debout sur le char de sa propre indépendance. Ce moment n'est pas triomphaliste, il est calme, presque solennel, car ce que le Burkina Faso a retrouvé n'est pas seulement la puissance, mais la dignité. Les blindés ne symbolisent non pas la guerre, mais la présence, la certitude que l'État veille, que le pays se protège lui-même. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette renaissance, regarde vers l'horizon. Il sait que chaque victoire porte en elle une responsabilité, celle de ne pas retomber dans la dépendance ni dans la peur. Son pari est d'inscrire la souveraineté dans le quotidien, pas seulement dans les discours. Et peut-être que dans ce silence matinal, une phrase résonne encore. Le Burkina Faso n'est plus vulnérable. Et c'était ici. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas celle d'une simple modernisation militaire, mais celle d'un réveil collectif. En un an, un pays longtemps décrit comme fragile a retrouvé la cohérence de ses forces, la confiance de ses citoyens et le respect de ses voisins. Pourtant, rien n'est figé. Chaque avancée reste un équilibre à maintenir, chaque décision un test de constance. Le symbole dépasse les frontières. Il interroge toute l'Afrique de l'Ouest. La souveraineté peut-elle renaître par la responsabilité et non par la confrontation? Ibrahim Traoré propose une réponse incarnée, celle d'un État qui assume sa défense sans renoncer à la coopération. Dans un monde où la dépendance est devenue norme, son expérience rappelle une évidence. La stabilité se construit d'abord par la maîtrise de soi. Et à chacun de nous, observateurs ou citoyens, la question demeure. Que ferions-nous si notre liberté dépendait de notre propre discipline ?